Je ne suis pas spécialiste en suicidologie. Et j'ai une activité clinique de consultation et je vois peu de patients ayant fait des tentatives de suicide. Quand vous allez le voir, par contre, je vois beaucoup de patients qui ont des interrogations à propos de la mort et en fait, ces interrogations ne viennent jamais au premier plan lors des entretiens. Et ça sera quelque chose d'important dans la suite de ce que je vais vous dire. Alors, je vais commencer par vous dire ce qu'on dit en général de la prévention de la dépression sur les adolescents. Et je vous dirai après que ça ne me convainc pas du tout. Et puis j'essaierai de comprendre pourquoi ça ne me convainc pas. Et puis, comme il faut être constructif, qu'est-ce qu'il faudrait proposer pour faire que ça soit plus convaincant. Alors, donc j'ai lu la littérature comme il se doit pour être sérieux. Notamment, il y a un très bon article du Lancet en 2012, donc c'est récent, sur le suicide et, comme ça a été dit, suicide, tentative de suicide et self-harm, c'est-à-dire automutilation, atteinte à soi dans un but ou sans but de destruction de soi. Donc le Lancet, c'est une grande revue, c'est un champion de la discipline, comme les champions qu'il y a dans cette salle. Alors qu'est-ce qu'il dit? D'abord il explique, parce que pour prévenir, la tradition c'est de se demander pourquoi le trouble arrive. Une fois qu'on a compris pourquoi le trouble arrive, alors on va agir sur la cause en espérant que la conséquence ne se fasse pas. Puisqu'il faut toujours avoir en tête que le suicide est une des rares situations cliniques que l'on ne peut pas traiter, que l'on ne peut que prévenir. Puisque une fois que le sujet est suicidé, de toute façon il n'y a plus rien à faire. Et ça n'est pas anodin, c'est que vous avez peut-être remarqué que les médecins sont très mauvais pour la prévention. Et ça dans tous les pays, sauf un peu moins les Scandinaves, parce que le médecin est narcissisé par le soin et par la guérison. Quand vous prévenez quelque chose, vous ne vous rendez pas compte que vous avez fait du bien et personne ne se rend compte que vous avez fait du bien. Et donc du coup c'est bon pour les statistiques, mais c'est pas bon pour soi. D'où l'investissement toujours très difficile pour des médecins qui sont très occupés, de leur dire mais vous savez, si vous faisiez de la prévention, vous serez plus efficace pour la société, mais pas pour ce qu'ils ont à travailler au quotidien. Donc la prévention du suicide, effectivement, c'est une des rares situations où on n'a pas le choix, on est obligé de prévenir, on ne peut pas faire autrement. Alors, que disent les spécialistes? Ils disent que d'abord il y a un terrain avec bien sûr de la biologie, des gènes, on en a parlé hier d'ailleurs. Il y a après des événements de vie, avec des traumatismes, des abus pendant l'enfance, des décès de parents, des deuils, avec une dynamique familiale qui parfois est difficile, de la discorde, de la séparation, avec parfois des problèmes de société, le statut socio-économique, le harcèlement. En particulier, vous savez qu'un facteur de risque important de tentative de suicide chez les adolescents, c'est être homosexuel. C'est un moment très difficile et avec un surrisque considérable de surrisque suicidaire. Donc vous avez à la fois un individu, un enfant, un jeune adolescent en construction qui a un cerveau et des gènes et qui est confronté à un environnement plus ou moins délétère. Et ce qui se passe, c'est que tout ça va le façonner. Et entre nous, ça ne sert à rien de savoir qu'est-ce qui relève davantage de la biologie ou de l'environnement. C'est comme savoir qu'est-ce qui fait un bon gâteau. Est-ce que ce sont les ingrédients ou le cuisinier? Il faut les deux. Et c'est comme ça. Et c'est pareil de la biologie et de l'environnement. Donc on a un adolescent qui va être plus ou moins impulsif, plus ou moins agressif, plus ou moins consommateur de drogue, avec une estime de soi qui est plus ou moins élevée. Et puis, au fur et à mesure des difficultés qu'il va rencontrer dans sa vie, il va se trouver, à cause de ce qu'il est, dans des situations d'impasse, de désespoir, sans solution, et la seule qui restera à ce moment-là, ça sera de se supprimer, d'où l'idéation suicidaire, la tentative de suicide et le suicide. Alors, donc voilà le modèle qu'on nous propose. Pourquoi pas, Pourquoi pas, mais on va revenir là-dessus tout à l'heure. Et donc, pour agir sur ce risque suicidaire, on va agir sur tout ce qui s'est passé et qui a construit l'enfant comme ça, ou l'adolescent. Alors, en pratique, quels sont les avantages de travailler avec des enfants ou des adolescents par rapport aux adultes? Il y a un avantage considérable, c'est qu'on sait où ils sont coincés à l'école jusqu'à 16 ans. Donc on peut agir sur les enfants et les adolescents pour faire de la prévention. La première idée qui vient à l'esprit, c'est de travailler à l'école, et il y a plein d'études qui sont faites à l'école
avec des études visant à promouvoir l'estime de soi, le bien-être, lutter contre le harcèlement, apprendre à accepter les différences sexuelles, déstigmatiser les problèmes psychiatriques, former les enseignants, former les infirmières scolaires, les former pour reconnaître les adolescents en difficulté, encourager les adolescents à demander de l'aide, savoir que demander de l'aide, ça n'est pas être faible, et puis éventuellement mettre en place des questionnaires de dépistage pour sélectionner les enfants qui seraient à risque pour leur proposer un accès aux soins. Alors tout ça a été testé, plus ou moins, dans des pays, en général pas la France, mais peu importe, on ne peut pas tout faire. Et alors c'est rare, ça a été dit pour les antidépresseurs tout à l'heure, c'est rare que ces études montrent une diminution du taux de suicide. Il faudrait des millions de sujets à inclure, c'est pas possible. Alors on montre qu'il y a un meilleur accès aux soins, parfois une diminution des idées suicidaires, etc., etc. Donc on dit c'est bien et il faut le faire. Et je pense qu'effectivement, globalement, vous voyez, il suffit de le lire, hein, améliorer l'estime de soi, oh, ça ne peut pas faire de mal. Hein. Apprendre à respecter les différences sexuelles, ben, c'est pareil, hein, c'est évident, il faut le faire. Hein. Donc, pas de problème. Alors, premier point, l'école. Deuxième point, qu'est-ce qui différencie les jeunes des moins jeunes? Internet et les réseaux sociaux. Et là, c'est vrai, il y a une véritable spécificité au niveau des médias, des réseaux sociaux, avec, vous savez, alors à la fois, et c'est la vie, des choses positives et des choses négatives. Des choses négatives qui sont que, oui, il y a des épidémies, des micro-épidémies de suicide, c'est vrai, ça a été assez bien étudié avec des méthodologies compliquées, mais c'est vrai que quand un article montre que un adolescent s'est suicidé dans tel collège, eh bien, le risque de suicidaire est plus important dans une circonférence de 10, 20, 30 km autour de ce geste suicidaire. Donc il y a des choses comme ça. Dans les réseaux sociaux, on a montré la même chose, mais le côté positif, c'est qu'il y a aussi des vies qui ont été sauvées par des jeunes suicidants qui mettent sur Facebook « Je viens de prendre un médicament, ça y est, bye bye les gars, je m'en vais ». Et un camarade voit ça, prévient les pompiers défoncent la porte et sauvent l'enfant. Donc c'est arrivé, les deux arrivent. Mais effectivement, c'est un changement d'approche de la problématique suicidaire et on peut utiliser les réseaux sociaux, et donc ça a été dit hier, hein, que potentiellement Google, etc., pourrait court-circuiter les recherches de mots-clés problématiques pour renvoyer vers des sites aidant les personnes en difficulté. Ça marchera très bien avec les adolescents. Alors après, capital, ça marche à tous les coups, avec les adultes et les adolescents, il faut supprimer les moyens, tant qu'on peut le faire, hein, les moyens pour se suicider, hein, ça marche très bien. Et quels sont les deux moyens principaux sur la planète que les adolescents utilisent pour se suicider? Un, les armes, bien entendu, et deux, les pesticides. Hein? En Chine, les pesticides sont une des grandes modalités de passage à l'acte suicidaire, en particulier chez les adolescents. Et puis des choses très bêtes, hein, diminuer le nombre de comprimés de paracétamol par plaquette, et donc ne pas les vendre en supermarché. Hein? A diminué en Grande-Bretagne. Alors, est-ce que c'est à cause de ça? Ça aussi, on ne peut pas faire d'études randomisées. On va tirer au sort le nombre de plaquettes de paracétamol dans les pharmacies, c'est pas possible. Donc on n'est jamais sûr que ça soit ça, mais on a quand même des indicateurs qui ne sont pas mauvais, et puis ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Donc éliminer les outils qui permettent le passage à l'acte suicidaire, ça peut paraître bébête parce qu'on se dit ils vont utiliser autre chose, mais non, parce que comme parfois et même souvent, il y a une composante impulsive dans le geste suicidaire. En fait, éliminer une occasion, c'est peut-être éliminer un suicide. Donc ça, c'est la prévention généraliste qui est d'une approche de santé publique qui repose à la fois sur du bon sens et sur de l'évidence-based medicine. Alors après, il y a des stratégies ciblées. On en a vu hier, hein, avec Absom, avec ce qui est fait à Lille. Donc des adolescents qui ont eu un geste suicidaire, on n'est pas en population générale, on va prévenir la récidive. Là, on est au contact du système de soins, on va avoir une action, et je ne vais pas rentrer dedans puisque maintenant vous êtes complètement familier de ça. Alors bon, voilà la prévention du suicide chez les adolescents, et on fait ça à peu près partout sur la planète quand on a les moyens de le faire. Franchement, je vous le disais au début, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas. Alors,
il faut être honnête aussi, ça ne marche pas trop, hein. Comme ça a été dit par Louis hier, le taux d'incidence du suicide est à peu près stable au cours des dernières décennies, donc tout ça n'est pas un franc succès. Alors, premier point, on est en droit d'être critique. Deuxième point, moi ça ne me parle pas parce que les patients que je vois, avec qui je rentre dans l'entretien autour de la question de la mort, c'est rarement ça que je vois. Je vois beaucoup d'enfants qui ont un doute par rapport à la vie, autour de la seconde, du passage entre la troisième, la seconde et la première, et qui ne vont plus à l'école, donc ils viennent pour un refus scolaire soi-disant anxieux alors qu'il n'y a aucune anxiété, une espèce d'absence d'appétit total de la vie. Alors on se dit ils sont déprimés, ils ne sont pas déprimés du tout, c'est juste que eh bien, finalement, pourquoi je suis là? Et en fait, on ne parle jamais de ça à table. On ne parle jamais à table avec des parents de mais pourquoi vit-on? Finalement, à quoi ça sert? À quoi ça sert que j'aille à l'école? Alors ils disent ça, à quoi ça sert que j'aille à l'école? À quoi ça sert? Tu vas avoir un travail, mais bon, un travail, c'est un truc de vieux, tu gagneras ta vie, mais à quoi ça sert? Et bon, quand on se rend compte comme ça qu'il y a de goût à rien, on pose la question, mais finalement, alors du coup, est-ce que tu as pensé à la mort? Et j'ai souvent comme réponse, non, pas vraiment. Vous voyez, c'est-à-dire que non, c'est pas vraiment le problème. Mais enfin, quand même, cette question se pose. Et qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis, bienvenue au club. C'est-à-dire que en fait, il y a plein de gens qui sont comme toi, et dans la littérature, il y a plein d'écrivains, de philosophes qui ont écrit que la vie c'est compliqué, qu'on ne sait pas tellement pourquoi on vit. Et donc je leur donne, alors tu verras ça en terminale, dans les cours de philo, et je leur donne les auteurs existentialistes, etc. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me choque, c'est que dans aucun article de prévention du suicide, je n'ai trouvé la moindre citation d'un philosophe qui travaillait sur le suicide. Jamais. Je vois des choses sur la sérotonine et l'impulsivité, des études de jumeaux, jamais Schopenhauer, Cioran, Socrate, qui ont tous écrit sur le suicide. Pourquoi il n'y a pas ça? Alors donc j'ai lu des auteurs, des philosophes sur le suicide. Alors il y en a plein, d'ailleurs je vous conseille l'article Wikipédia Philosophie du suicide qui existe, qui est très bien fait, en français et en anglais. Et c'est très intéressant parce que, on se rend compte que plein de philosophes ont écrit sur le suicide. Camus a même écrit que la grande question de la philosophie était le suicide. Tous trouvent ça fascinant. Aucun ou presque ne le conseille. Contrairement à ce que beaucoup de psychiatres pensent. Beaucoup de psychiatres pensent que le suicide c'est de la psychiatrie et que les philosophes qui racontent qu'on se suicide par choix existentiel par rapport à la vie, ben non, en fait, ils disent que, et je trouve que la plus belle expression, c'est celle de Sartre, c'est que le suicide est une solution abstraite au problème de la vie. C'est-à-dire que je suis face à la vie et je sais que je peux l'arrêter. C'est une solution abstraite, mais je ne dois pas l'utiliser parce qu'en fait, mon existence, c'est de survivre à l'absurdité de la vie. Oui, la vie est absurde, et en fait, la vie, c'est de réagir par rapport à l'absurdité de cette situation. Et donc, se suicider, c'est refuser d'être un être humain. Alors bon, on peut discuter de tout ça, hein. Mais ce que je trouve frappant, c'est que tous les philosophes étudient avec beaucoup de minutie ce qu'on appellerait l'idéation suicidaire, et il y a le même Schopenhauer qui dit quand je vais mal le soir, je me dis que je pourrais me suicider et je dors beaucoup mieux. Et même, vous voyez, Cioran, par exemple, qu'on décrit comme un grand pessimiste, un grand apôtre du suicide, c'est pas vrai. Il a une très belle phrase, il dit l'acharnement administratif est la seule cause admissible de suicide. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de cause admissible de suicide, puisque bien sûr, on ne va pas se suicider parce qu'on est harcelé par l'administration. Donc, et on retrouve toujours ça. Alors, la deuxième chose, donc la première chose, c'est que le suicide est très présent chez les philosophes, et je ne comprends pas pourquoi les psychiatres ne s'en servent pas de ça. Peut-être qu'ils le lisent en cachette. La deuxième chose, c'est que
il n'explique pas pourquoi on ne se suicide pas. Alors que normalement, un philosophe passe son temps à démontrer pourquoi il faut faire ci ou ça, pourquoi il ne faut pas mentir, pourquoi il faut être bon, pourquoi le bien existe, pourquoi le mal existe alors qu'il ne faut pas le faire. Donc, pourquoi Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Hein, il y a des démonstrations et il n'y a pas de démonstration sur le fait que l'homme doive vivre. Il n'y en a pas. Alors après, Socrate invoque les dieux, c'est les dieux qui vous donnent la vie. Donc, franchement, bon, ben, peut-être. Alors, moi je me suis demandé du coup, finalement, pourquoi ne se suicide-t-on pas? Et je me sers de ça souvent en entretien, c'est que je dis aux adolescents souvent, mais tu sais, en fait, la vraie question c'est pourquoi ne se suicide-t-on pas? Parce que c'est vrai que souvent c'est quand même pas drôle. Et on aurait envie de dire, on arrête, hein, et puis basta, bon, on vit plus, alors, de toute façon, où est le problème? Donc pourquoi ne se suicide-t-on pas plus souvent? Alors, vous allez me dire, quand même, il exagère. La vie, c'est sacré. La vie, c'est sacré. Oui, mais ça veut dire quoi que la vie, c'est sacré? Le sacré, c'est quoi? Alors, deuxième point. Ah oui, mais alors on se suicide parce que... d'accord, alors il y a peut-être les gens qui vont très mal, ils sont en phase terminale, ils se suicident, on comprend, mais c'est un mauvais moment de la vie. C'est un mauvais moment et on propose une solution irréversible à un problème réversible. Et c'est pas bien. Ben ouais, mais en fait, dans la vie, parfois, on fait plein de choix qui conduisent à des décisions irréversibles. Hein. Vous décidez de vous séparer de votre conjoint, souvent c'est irréversible. Et ça met votre vie en pataquès. Et c'est un jour, vous décidez et vous le faites. Et on ne va pas appeler les psychiatres pour vous dire que vous avez eu tort. Et vous faites même du mal autour de vous, parfois en faisant ça. Donc, après tout, pourquoi avec la vie, on serait comme ça, avec une position beaucoup plus dogmatique qu'avec tous les grands choix que l'on fait quand on est un être humain? Alors, on va dire, oui, mais c'est parce qu'on est gorgé d'émotions, quoi. Qu'en général, Voltaire, il dit, un truc très drôle comme il est, ça n'est pas que le suicide soit toujours de la folie, mais il faut bien constater qu'en général, ça n'est pas dans un accès de raison que l'on se suicide. C'est-à-dire que bon, c'est pas de la psychiatrie, mais bon, voilà, on est envahi d'émotions et on fait n'importe quoi. Sauf que dans la vie, très souvent, les choses importantes que l'on fait, on les fait dans des moments de grandes émotions. Alors on va interdire aux gens de réagir par émotion. Alors on va dire, oui, mais en fait, là, la maladie psychiatrique fait qu'ils n'ont plus le choix. C'est plus eux qui choisissent, c'est la maladie qui... Alors, d'accord, bien sûr, un patient, vous savez que la principale pathologie psychiatrique qui est à l'origine du suicide, c'est la schizophrénie. Et que là, bien sûr, quand on délire, on n'a plus le choix, on saute par la fenêtre parce qu'on se prend pour un canari, on est mort, on appelle ça une tentative de suicide, mais à la limite, ça n'est pas une tentative de suicide. Ça n'a rien à voir. Donc là, je suis d'accord, là, il n'y a pas de choix, d'accord. Alors, dans l'immense majorité des cas, est-ce que vraiment les gens qui se suicident ont des problèmes psychiatriques? Alors vous allez me dire, oui, il y a les autopsies psychologiques. Hein? Les autopsies psychologiques, superbe méthodologie qui montre que, alors chez l'adolescent c'est pareil que chez l'adulte, moi je ne sais pas, mais en gros entre la moitié et 3/4 des tentatives de suicide, des suicides sont en lien avec des pathologies psychiatriques, c'est ça? Entre la moitié et les 3/4. Donc voilà, donc c'est un problème psychiatrique. Sauf que d'abord, même dans le pire des cas, il y en a quand même 25% qui se suicident sans problème psychiatrique. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire que avoir un problème psychiatrique évalué après une autopsie psychologique? C'est des diagnostics qui sont des diagnostics académiques faits à partir de procédures structurées, les mêmes procédures qui font écrire dans de très bonnes revues, par de très bons auteurs, avec de très belles études, que 50% des adolescents ont un problème psychiatrique pendant leur adolescence. 50% des adolescents auront un problème psychiatrique avéré pendant leur adolescence et chez ceux qui se suicident, entre 50% et 75% avaient un problème psychiatrique. Ben oui, mais alors... Moi j'ai envie de dire, oui, quand on se suicide, on va pas bien avant, en général. Ça, j'en suis sûr qu'avant de se suicider, on va pas bien.
Est-ce que c'est vraiment une maladie psychiatrique au sens où un clinicien entend une maladie psychiatrique? Franchement, je n'en suis pas sûr du tout. Alors, pourquoi ne se suicide-t-on pas? Eh bien, je pense que, d'abord, il y a ce que les psychanalystes appellent le narcissisme primaire, c'est-à-dire que, en fait, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui fait que l'on ne se suicide pas, parce que si ça n'avait pas existé, l'espèce humaine aurait disparu. Et que donc, on ne se suicide pas parce que, en fait, au moment de, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible de le faire. Et que, alors, à l'échelon individuel et à l'échelon sociétal, c'est quelque chose de très fort qui cimente la société humaine, ne te tue pas. Premier point, je pense que ça marche. Deuxième point, quand on se suicide, certes, on n'a plus de problème après, mais on fait beaucoup de mal à tous ceux qui restent. Énormément de mal. Une famille d'un adolescent qui s'est suicidé, je n'ai jamais vu de gens autant en souffrance. C'est quelque chose d'horrible. Et qui va durer sur plusieurs générations. Sur plusieurs générations, c'est quelque chose qui va se transporter, une souffrance qui va rester, une cicatrice. Et ça, dans une société, tout le monde le sait, on ne doit pas se suicider parce qu'on fait du mal aux autres. Et les êtres humains n'aiment pas faire du mal aux autres. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des cas particuliers où ça ne marche pas. En ce moment, les jeunes qui se suicident en se faisant sauter en Syrie, en fait, la société s'est organisée pour que le geste suicidaire ne soit pas considéré comme une atteinte à la communauté. Au contraire, on met les affiches, on donne de l'argent aux familles, ce sont des héros, etc. Alors, j'en arrive à la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Que le suicide est un problème philosophique non résolu. C'est-à-dire que, alors, est-ce que tous les êtres humains pensent à la mort, au suicide? Ça a été un peu étudié par des questionnaires. Alors, c'est difficile, les questionnaires là-dessus, mais on sait que chez la quasi-totalité des adolescents ont pensé à la mort, en général. Beaucoup d'adolescents ont pensé à leur propre mort et à la possibilité de mettre en œuvre son suicide. Mais en fait, de mon point de vue, c'est juste qu'ils sont des êtres humains qui réalisent que la vie est compliquée. Ça n'est absolument pas quelque chose de pathologique en soi. Ça peut l'être, mais en soi, ça ne l'est pas. Pourquoi? Eh bien, la plupart de nos grands philosophes ont fait ça et ont écrit des livres dessus. Donc il y a un problème philosophique, d'humanité. Deuxième point, alors oui, mais on a des idées, mais le passage à l'acte, et le passage à l'acte, c'est de la psychiatrie? Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas jusqu'à quel point. J'ai eu des cas, des parents qui sont venus me voir parce que leur adolescent s'était suicidé. Alors vous me direz, c'est une autopsie psychologique sauvage, sans règles de bien. C'est ça, d'accord. Mais bon, j'ai quand même vu ces gens. Et eh bien, vraiment, on a l'impression qu'on est dans ce quart des adolescents qui n'ont rien et qui font le suicide. C'est une espèce de problématique existentielle si puissante que, en fait, la vie n'a aucun intérêt. Et ce n'est pas de la dépression. C'est juste que le problème de la vie est un problème nul. Et que, finalement, la disparition est une issue métaphysique. Pas une issue au problème dépressif. Alors c'est rare, mais 25%, je pense que c'est pas si rare que ça. Deuxième point. Troisième point, le suicide est toujours quelque part le signe d'un désespoir. Toujours. Un désespoir soit existentiel, comme je viens de le dire, c'est sûrement le moins fréquent, mais ça doit exister, ou un désespoir sociétal, c'est-à-dire j'ai été abusé, je suis homosexuel, ça va pas, je suis hyperactif, tout le monde me déteste, je suis déprimé, je suis en souffrance, il y a de la souffrance, la quasi-totalité des fois avant le geste suicidaire. Et le dernier point, c'est que à côté du suicide, après le suicide, il y a une souffrance majeure des gens qui sont autour. Alors bon, voilà, du coup, mon point de vue sur la problématique suicidaire. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait de ça pour la prévention? Parce que c'est ça qu'il faut que je vous dise. Alors, je pense qu'il faut faire tout ce que les gens disent, et qu'ils ont fait dans les études. Il faut l'estime de soi, lutter contre le harcèlement, il faut faire ça, il n'y a pas de souci, il faut le faire. Mais je pense qu'il faut décentrer la problématique du suicide. C'est-à-dire, la problématique du suicide, fondamentalement, n'est pas une problématique médicale, c'est une problématique humaine.
Et ce qui m'a fait très plaisir, c'est d'entendre Madame Sainte-Rose tout à l'heure dire « Vous nous avez aidé à construire cette plateforme téléphonique, et maintenant c'est à nous de nous en approprier, c'est à nous, la société, d'être responsable de la mise en œuvre de ça. » Et je crois que c'est capital. C'est à la société de reconnaître que le suicide est un problème humain et que la société doit le reconnaître. Nous devons reconnaître que par moment nous pensons à la mort et que c'est comme ça. On doit même le reconnaître en famille, et pourquoi pas en parler à table, et pourquoi pas. Alors c'est choquant, hein, mais pourquoi pas. On parle bien parfois d'une petite amie, on est fâché que l'adolescent ait des rapports sexuels trop précoces, on devrait dire, eh ben tiens, parfois dans la vie, il y a des humains qui pensent à la mort, et parfois ça peut nous arriver, et puis voilà, il y a des gens qui ont écrit là-dessus, et c'est quelque chose. On peut appeler ça de la déstigmatisation, mais je préfère appeler ça du décentrement, de l'appropriation sociétale de la problématique suicidaire. Je vous remercie pour votre attention.